Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire Mettre les données au service de l'action et appliquer le plan mondial de surveillance et les inventaires des POP sur des données probantes. Alors, je m'appelle Jana Thuo. Je suis spécialiste de la gestion des connaissances au GGKP où je travaille sur un projet d'assistance technique du Fonds pour l'environnement mondial axé sur les produits chimiques et les déchets. Je serai votre modératrice aujourd'hui. Merci beaucoup de nous rejoindre. Ce webinaire s'inscrit dans les activités mondiales de partage des connaissances du GGKP dans le cadre du projet mondial de mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre financés par le FAM et mis en œuvre par le PNU au titre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Alors, dans le contexte de la Convention de Stockholm, comme vous savez tous, c'est le projet mondial pour la mise en œuvre des plans nationaux. Alors, il est très important d'avoir les données pour la prise de décision. Il est très important pour les pays pour respecter leurs obligations au titre de la Convention. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons explorer comment les données issues du plan mondial de surveillance peuvent être traitées et interprétées et comment les données des inventaires nationaux des POP peuvent être utilisées pour renforcer l'élaboration de la mise en œuvre de PNM ainsi que la conception des politiques publiques. Alors aujourd'hui, nous espérons mettre la lumière sur votre travail et pour mettre en lumière les opportunités concrètes pour pouvoir utiliser les données au service d'une gouvernance environnementale solide et d'une gestion efficace des POP. Alors, quelques informations pratiques. Ce webinaire se déroule en anglais et sera enregistré. Il y a une interprétation simultanée disponible en français, en espagnol et en russe. S'il vous plaît, sélectionnez votre langue dans le menu en bas de votre écran et l'appui technique est assuré par ma collègue Sumen B. Une fois que nous avons commencé, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. C'est toujours un plaisir de vous voir. Alors, aujourd'hui, nous avons 5 intervenants. Trois de ces intervenants feront des présentations techniques et ainsi que les efforts qui est recommandé dans le cadre de la Convention de Stockholm. Nous allons terminer le webinaire avec 2 exemples nationaux présentés par des intervenants du Kenya et de l'Uruguay. Après ces présentations, il y aura une session interactive des questions-réponses. L'enregistrement et toutes les présentations seront disponibles sur la plateforme de connaissances du GGKP. Nous allons alors commencer notre webinaire. Notre première intervenante est Madame Mihaela Pone. Elle est chargée de la gestion des programmes au PNU. Mihaela travaille au sein de l'unité connaissances et risques de PNU. Elle travaille sur la réduction et la gestion écologiquement rationnelle des polluants organiques persistants et des pesticides. Elle dispose d'une vaste expérience en politique environnementale et en gestion des produits chimiques et des déchets. Nous sommes ravis d'accueillir Mihaela aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup et bonjour à tous. Alors, je vais maintenant partager mon écran. Alors, je serai d'être très bref aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Oui, c'est bon. Alors, c'est un plaisir de vous adresser aujourd'hui sur ce thème, comment exploiter les données des inventaires de POP pour renforcer l'élaboration de la mise en œuvre des NIP. Alors,
aujourd'hui, je vais parler de mon expérience et le travail que j'ai fait avec toutes les parties de la convention et qui reflète mon travail avec des centres d'information et d'autres parties prenantes. Aussi, je vais partager mon expérience au-delà de tout cela. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter le contexte. Alors, quels sont les POP? Les POP sont les produits chimiques qui sont transférés à long terme à travers des distances. Ils sont persistants dans l'environnement. Ils sont très toxiques. Alors, pour adresser à ces produits chimiques, il faut avoir des données probantes et notre inventaire est un outil très important. Donc, les pays peuvent identifier les quantités et les sources de ces POP et le progrès faire l'élimination. Alors, les inventaires sont stratégiques, ils jouent un rôle stratégique. Alors, pourquoi je dis cela? Cela permet à des politiques qui prennent des décisions pour faire la conversion vers des actions et pour coordonner des stratégies internationales. Alors, dans le cadre de la Convention de Stockholm et dans des, des NIP, il faut en fait avoir ces inventaires fiables. Alors, il faut prendre en compte tous les sites de contamination, toutes ces données. Alors, sans ces données robustes, les NIP devient juste un document simple et pas un document pour la mise en œuvre. Alors, comme vous savez tous, les inventaires, c'est pas juste une liste de produits chimiques. Et cela prend en compte des catégories, des différentes catégories, par exemple des pesticides, des POP industriels, des POP non intentionnels, etc. Alors, cet inventaire devient un outil dynamique qui peut réfléchir la situation dans le pays, sinon ces informations restent invisibles aux hommes politiques. Alors, les produits chimiques, les émissions, par exemple, qui viennent des secteurs non informels. Donc, je voudrais souligner leur rôle de ces données, comment améliorer la mise en œuvre. Alors, tout d'abord, il faut faire une évaluation de base pour déterminer quelles POP sont présentes, quelles sont les quantités et les secteurs impliqués. Mais il faut décider la chronologie et aussi, deuxièmement, cela améliore toutes ces informations. Le processus de l'inventaire aussi donne cette idée d'information. Cela renforce la pertinence des NIPS et cela reste un document fiable et utile. Alors, il est très important de savoir que les POP sont présents et cela a des impacts différents, par exemple dans le secteur d'agricole et dans d'autres secteurs, dans le secteur de douane, dans l'environnement, etc. Donc, ce processus d'inventaire est un catalyste pour entamer ce dialogue et cela ensemble toutes ces parties prenantes. Cela aussi est un outil très important au niveau des gouvernements parce que cela rassemble en fait toutes les parties prenantes. Finalement, la disponibilité des données qui est robuste renforce
cette production de rapports et peut présenter des informations qui sont agrégées au niveau international. Alors, quel est l'impact au niveau de la mise en œuvre? Alors, ici, les données d'inventaire jouent un rôle très important pour pouvoir identifier des acteurs, des secteurs, euh, le, le- le soutien financier, etc. Par exemple, les données qui sont disponibles en ce qui concerne le stockage des PCB, par exemple, dans le secteur énergétique. Par exemple, le brûlage à ciel ouvert, les émissions de dioxine, etc. Alors, cet outil joue un rôle très important. Deuxièmement, les inventaires soutiennent aussi les techniques qui sont disponibles, les pratiques, les meilleures pratiques. Cela aussi soutient les groupes. Ces interventions sont très efficaces si nous prenons en compte les données probantes. Il est aussi très important pour développer des programmes de suivi pour établir des lignes de base et pour identifier des zones sensibles. Alors, quatrièmement, les inventaires. Alors, je vous donne quelques exemples. Les inventaires, les données à soutien la demande de ressources au niveau international, par exemple le projet GEF. Alors, demande cette information. Les pays qui gèrent les inventaires, ils sont dans une position pour demander cette demande d'aide. Par exemple, il y a des projets différents qui concernent l'élimination des PCB. Il y a aussi des projets qui existent dans les secteurs différents. Alors, il y a une dimension qui est aussi importante pour vous présenter aujourd'hui des données techniques à la politique publique. Alors, cela traduit les données techniques en actions pertinentes pour les politiques. Il est très important de prendre en compte les interdictions et restrictions sur les produits, sur les POP. Il faut prendre en compte les limites d'émissions et des normes de qualité environnementale. Aussi, le contrôle d'importation et d'exportation pour la douane. Alors, il est très important de prendre en compte tous les cadres, toutes les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Minamata. Cela aussi renforce le cadre mondial sur les produits chimiques et le cadre mondial sur la biodiversité. Cela aussi, euh, alors, ce lien est très important, ce soutien est très important pour les pays pour moderniser la gouvernance de ces produits et des déchets. Alors, pour me faire une sommaire, quels sont les avantages pour les pays? Pourquoi c'est important? Alors, il est important pour le renforcement de la conformité aux obligations de la Convention de Stockholm. Cela aussi soutient la conception de politiques fondées sur des preuves. Cela soutient aussi la priorisation des ressources financières et techniques. Cela améliore la capacité de contrôle pour avoir une meilleure coordination entre les régulateurs des douanes et d'autres parties prenantes, d'autres acteurs. Cela aussi soutient la production des rapports nationaux pour assurer un engagement renforcé de toutes les parties prenantes, comme je viens de dire. En plus, cela soutient l'amélioration de la communication pour le public quand les inventaires sont à jour.
Ils deviennent des leviers très puissants pour l'action nationale. Euh, Bien sûr, il existe des défis persistants et des lacunes systématiques. Et les partis font face à ces défis dans la gestion et la mise en œuvre, la mise à jour de leur plan, les inventaires. Alors, j'ai créé une petite liste pour identifier ce que nous avons vu pendant notre travail. Alors, nous avons vu la collecte de données qui sont fragmentées ou incomplètes, surtout pour les secteurs informels. Alors, il y a un manque de normalisation, manque de format, de rapports qui sont harmonisés. En plus, un autre défi, c'est les ressources sont limitées pour la surveillance, l'échantillonnage et l'analyse. Il existe aussi une faible coordination entre les différents ministères et les organismes publics. Cela existe toujours. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne vais pas tout lire, mais ces défis sont persistants. Cela renforce le besoin pour avoir le renforcement de capacité, la coopération est très important. Alors, ma dernière diapositive, les perspectives dans l'avenir. Il reste des opportunités pour renforcer l'impact. Tout d'abord, je vais parler de la normalisation et la harmonisation. Cela peut vous aider pour assurer la comparabilité dans les pays. Alors, une autre opportunité, c'est pour avoir le soutenu par le PNU et d'autres centres régionaux de la Convention de Stockholm. Alors, pour arriver à cette harmonisation, cet objectif d'harmonisation. En plus, je pense qu'une autre opportunité, c'est l'exploitation des outils numériques pour aider la mise à jour et pour faire le travail plus facile. Alors, pour moderniser le travail, je vais dire. Alors, une autre opportunité, c'est améliorer le suivi des stocks et le flux des déchets. Alors, une autre opportunité, c'est le renforcement des partenariats entre d'autres industries. Alors, il faut engager toutes les parties prenantes, tous ces acteurs. Alors, je pensais aussi, alors, comment améliorer et renforcer la coopération sud-sud et l'utilisation de toutes ces plateformes pour l'échange de connaissances, l'échange régional et l'apprentissage par les pairs. Finalement, ils peuvent être plus connectés euh, aux solutions systémiques et cela peut créer, élargir cet objectif. Donc, je vous remercie. Je suis à la fin de ma présentation et je serai prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mehela. Vous étiez très claire et la dernière diapositive était très intéressante. Merci beaucoup, Mehela. Et nous allons Merci, regarder dans le Mehela. Nous chat sommes pour en voir s'il train y a de des questions. regarder les messages pour voir s'il y a des questions. Mais passons au prochain intervenant. Hawthorne est un gestionnaire de projet au PNUD, avec une expérience en analyse de données et développement de politique. Elle est spécialiste en pollution chimique avec une expérience dans les projets internationaux avec des diverses parties prenantes et notamment
les rapports analytiques sur les politiques environnementales. Elle va nous parler de la gestion des données et elle va nous guider à travers les principes de la Convention de Stockholm. Merci et bienvenue à Hawesong. Merci beaucoup, Jana, pour l'introduction et bonjour, bon après-midi, bonsoir, chers collègues. Ça fait plaisir d'être ici avec vous. Merci pour cette très belle introduction. Je suis ravie de partager mon expérience par rapport aux activités de gestion pour la prise de décision. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Est-ce que ça fonctionne? C'est un mode présentation. Il faut le mettre en mode présentation. Merci. Je pense que ça va bien. Est-ce que c'est en mode présentation maintenant? Très bien. OK. Donc, je vais commencer maintenant. Alors, comment utiliser les données du plan mondial de suivi des données? Comme vous le savez, le plan de suivi est rattaché à donc cette convention de Stockholm avec des informations euh, de base. Cela peut être un peu difficile d'utiliser, mais nous avons exploré différentes façons au cours des années pour rendre ces données beaucoup plus utiles. Et donc, je vais partager des exemples avec des outils qui ont été développés dans le cadre de d'autres projets GMP. Et je vais partager aussi nos plans futurs pour le travail à venir à travers de nouveaux projets, de nouveaux programmes et comment nous allons mettre l'accent sur un soutien dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm. Je pense que d'autres collègues vont partager davantage aussi. Donc, moi, je vais me focaliser surtout sur les projets du PNUD. Donc, pour commencer, quelques informations de base. Depuis 2004 jusqu'à récemment, le PNUD a eu une ronde de projets qui soutiennent la mise en œuvre de la Convention de Stockholm, surtout l'efficacité ou l'évaluation efficace de la Convention, ainsi que le plan de gestion, le plan de suivi mondial, y compris euh, euh, les financements. Et nous avons eu 6 ou 7 rondes de financement, 2 rondes de suivi, couvrant 42 pays pour euh, procéder au suivi des matrices principales, y compris l'air, l'eau, le lait, dans différents pays. Et cette information a été partagée avec la Convention de Stockholm. Donc, la ronde la plus récente du projet a été conduite entre 2016 et 2024, couvrant 42 pays, y compris 15 pays en Afrique, 11 pays en Amérique latine, 7 en Asie et 9 dans le Pacifique. Et euh, les pays ont donc généré des données concernant l'air, l'eau, le lait humain, ainsi que les matrices d'intérêt national dans 42 pays. Et c'est donc l'unique source de données environnementales pour ces pays. Grâce à ce projet, nous avons aussi conduit des formations dans 26 laboratoires nationaux. Nous avons conduit 2 rondes d'évaluation interlaboratoire pour aider les pays à conduire des capacités locales basées sur l'analyse conduite dans divers pays. Comme vous le voyez ici dans la première image, sur la diapositive, cela permet de récupérer les données par pays, par région, par année, par matrice et aussi par différents types de POP. Donc, nous espérons que ce tableau de bord vous sera utile dans l'immédiat pour visualiser comment les différents niveaux de POP sont en train d'évoluer et aussi les informations historiques, la façon dont elles sont présentées
comment cette information peut être utilisée directement dans les contextes nationaux pour la prise de décision. Et avec ce tableau de bord développé, euh, nous recevons toujours des questions de la part des pays par rapport à la façon dont ils peuvent exploiter les données et comment ils peuvent mieux comprendre euh, et, et utiliser, appliquer les données. Donc, nous avons développé un guide, un manuel pour aider les pays à mieux exploiter ces données. Il y a un modèle spécifique qui est utilisé pour assurer la consistance, l'harmonisation des données, pour être sûr que que les données utilisent les bonnes unités, les bons algorithmes pour agréger sur la plateforme. Nous avons aussi développé un cours en ligne par rapport à la gestion des données et l'interprétation des données qui va faire partie de ma présentation aujourd'hui. Donc, voici une image du tableau de bord qui est sur le site web, qui inclut non seulement les résultats du suivi, mais aussi des projets PNUD. Cela comporte aussi un point d'entrée pour les pays ainsi que les parties prenantes pour accéder aux résultats, la formation, les activités de renforcement de capacité ainsi que les activités simples. Puis, concernant le cours en ligne, avec le soutien de la BCRC, SCRC en Chine et en Uruguay, nous avons donc collaboré avec les secrétariats qui gèrent la Convention de Bâle et de Stockholm. Et ce cours comprend 6 modules. Les 2 premiers modules sont euh, plus introductoires. Puis, il y a des informations concernant la gestion et l'interprétation des POPs, des données relatives aux POPs. Il y a donc le module 3, 4 et 6 qui donne des instructions au fait, relatives à la gestion des données et le rendre possible d'utiliser les données dans différents contextes nationaux, surtout par rapport aux informations qui permettent aux pays, qui permettent aux parties prenantes euh, d'utiliser les informations. Les informations peuvent être mieux exploitées pour d'autres fins aussi. Donc, l'objectif du cours est de soutenir la Convention et les parties de la Convention de Stockholm dans leur gestion de données dans les circonstances nationales et afin d'informer la prise décisionnaire. Nous espérons que ce cours va aider surtout le staff, le personnel technique qui sont impliqués dans le suivi des activités POPs et notamment les décisionnaires nationaux. Alors, regardons maintenant quelques aspects techniques de ce cours, surtout par rapport au processus de suivi. Beaucoup de personnes considèrent que le suivi environnemental fait référence à l'environnement. Effectivement, il y a différents types d'environnement. Par exemple, le suivi euh, pour voir si l'impact a été atteint, pour voir si l'impact escompté a été atteint, aussi des notions de mitigation. Puis, il faut regarder le design de la campagne de suivi. Par la suite, les activités seront conduites avec des échantillons collectés et puis analysés dans les laboratoires. Donc, après avoir livré les données, il faut procéder à l'analyse des données, où il faut collecter, enregistrer les données. Cela peut être défini comme une méthode pour conduire une analyse statistique. Donc, pour générer ces messages,
Les données doivent être comparables, validées, harmonisées et capables de réviser des tendances euh, au cours du temps et au cours de différentes régions. Les données typiques, ou le processus de gestion des données implique une analyse des données. Il faut déterminer la signification et les implications des données. En interprétant les données, les gestionnaires des données doivent analyser, présenter et essayer de tirer des notions de corrélation, de causation et de coïncidence entre les différentes données collectées. Cette diapositive montre certaines des étapes dans le processus d'interprétation de données. Par exemple, lorsqu'un utilisateur va télécharger les informations, les données, vous allez recevoir un groupe de données avec différentes tendances, différentes années, différentes situations géographiques, différentes matrices et qui comportent aussi des métadonnées, y compris la température, la durée de la période d'échantillonnage. Et il faut voir comment les données peuvent avoir une signification pour un pays en particulier et le contexte associé, non simplement par rapport aux aspects environnementaux, mais il faut suivre les données aussi qui peuvent être liées aux environnements. Par exemple, si un pays observe un très haut niveau de PCTD, PCDF ou bien d'un certain produit chimique, il faut savoir qu'est-ce que cela veut dire dans le contexte du pays. Cela a besoin d'une expérience locale, d'une expertise locale pour traduire, pour interpréter ces données, parce qu'il peut y avoir des activités euh, au pays qui ont lieu au pays et qui vont nécessiter certaines actions de mitigation. Alors, euh, euh, ce tableau montre comment les données sont groupées et comment les différents groupes peuvent donner ou traduire différentes informations. Cela peut être groupé selon l'année, selon le type de l'échantillon, la taille de l'échantillon. Cela peut être groupé par les différents POP. Cela dépend de ce que vous voulez communiquer à vos décisionnaires nationaux et vos parties prenantes. Ici, vous voyez différents types de figures, donc qui vous donnent différentes informations, qui soulignent les différents niveaux et relatifs à l'importance et les priorités des différents contaminants. Donc, ce sont juste quelques informations, quelques exemples de la façon dont différentes personnes peuvent exploiter différentes données. Ici, je voulais souligner l'analyse des tendances. Donc, dans les activités de suivi à long terme, vous allez trouver peut-être tous les 4 ans, tous les 5 ans, des différents groupes de données. Il est donc très pertinent de réviser les tendances exprimées par les données. Par exemple, nous avons observé des niveaux de DDT euh, en, en baisse de 70% au cours des dernières années. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cette donnée communique? Est-ce que cela veut dire, est-ce que cette tendance est une information? Est-ce que les tendances sont différentes par rapport aux saisons de l'année, en été par rapport à l'hiver? Est-ce qu'il y a des tendances qui se répètent relatifs au niveau de POPs et d'autres produits chimiques? Est-ce qu'il y a des liaisons avec d'autres circonstances locales au pays? Donc, ce sont des informations, des données très importantes pour vos décisionnaires locaux relatifs à ce qui peut être pertinent et utile et avoir le plus d'impact pour la contamination des POPs. Donc, il y a aussi d'autres relations à revoir et il y a d'autres outils de
d'évaluation qui peuvent être beaucoup plus utiles. Par exemple, les images satellites ou bien des outils d'analyse des tendances peuvent aider. Ce sont d'autres sujets de recherche. Donc, généralement, le suivi de POPs n- soutient non seulement l'efficacité de l'évaluation de la Convention de Stockholm, mais cela peut fournir des évaluations très pertinente pour les décisionnaires, pour les parties prenantes et pour le public, la population générale. Ici, je vous donne un exemple. Nous avons noté un très haut niveau de PCDD et les parties prenantes et le gouvernement faisaient très attention. Ils se demandaient qu'est-ce que nous pouvons faire avec cela. Donc, avec les informations sur les POP, ils ont aussi collaboré avec les communautés locales pour utiliser euh, les informations. Donc, une de ces habités, ils ont euh, travaillé avec une communauté locale pour les encourager à faire le tri. Donc, la communauté locale a été encouragée à réutiliser, à recycler les conteneurs qu'ils utilisaient pour la friture et l'utilisation de l'huile de cuisine. Donc là, nous avons vu au niveau de la communauté, euh, les personnes utilisaient donc ces conteneurs et comme ça, nous avons compris. Donc voici une activité et à l'avenir, nous avons un programme de suivi des POPs qui va continuer pour suivre notamment Mercure et pour soutenir l'évaluation de la Convention de Stockholm ainsi que le mécanisme de Minimata. Ce programme va commencer cette année pour une durée de 5 ans, couvrant 5 régions, y compris 54 pays en Afrique, Asie et la Grande Caraïbe, avec l'Amérique latine notamment, à travers ces projets. Un angle important est de soutenir les rapports en utilisant l'interprétation et l'utilisation des données. Ce n'est pas limité la Convention de Stockholm et la Convention de Minamata, mais nous soutenons aussi l'interprétation des données de la prise de décision nationale et régionale. Aussi, cela va comporter des formations et l'interprétation des données, un exercice d'interprétation de données pour soutenir euh, les activités de suivi. Nous espérons qu'à l'avenir, le PNUD peut vous fournir avec d'autres outils tout aussi utiles. Et en dernier lieu, nous allons établir une communauté de pratique pour encourager une meilleure collaboration, une collaboration plus large avec les chercheurs locaux, les parties prenantes, et nous espérons que cela va faciliter une meilleure couverture de la dissémination des informations et encourager notamment les données générées. Je pense que c'est la fin de ma présentation. Je vais m'arrêter sur ce point-là. Merci de votre écoute. Merci, Hao Song. Nous avons de l'avance sur notre planning. Et pour voir, je vais regarder s'il y a des questions. J'ai vu dans la messagerie beaucoup de questions. Je vois Victor Rodriguez Moreno ont déjà commencé la conversation avec Michael relative à l'histoire des POPs et la liaison avec les activités humaines. Donc, j'invite aux intervenants de regarder le chat. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un dans notre audience qui aimerait poser une question, soyez le bienvenu. Et peut-être Mihela et Hausong, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Sinon, nous pouvons aller au prochain intervenant. Alors, je pense que nous pouvons continuer un peu plus tard. Vous pouvez poser vos questions.
Alors, maintenant, nous allons introduire notre troisième intervenante, Kai Ono-Woodall. Elle est chargée principale de la gestion des programmes au secrétariat de BRS du PNU. Elle coordonne les travaux scientifiques du comité d'examen de POP de la Convention de Stockholm et elle joue un rôle clé dans le renforcement de l'interface science politique. Elle va nous et aussi, elle est à la tête du groupe sur les plastiques dans le cadre de la Convention de Bâle et elle crée des programmes entre la science et la politique pour renforcer l'interface de science et politique qui est très pertinent pour notre discussion aujourd'hui. Aujourd'hui, elle va nous présenter les efforts en cours du plan mondial de suivi mené par le secrétariat de la Convention de Stockholm. Merci beaucoup et bienvenue, Kay. Bonjour tout le monde et merci pour l'introduction. Oui, je travaille avec le secrétariat de BRS et aujourd'hui je vais expliquer et parler de nos efforts en cours du secrétariat de la Convention de Stockholm. Alors, ce processus qui concerne le cadre et les plans nationaux et les NIPS, tous ces projets sont soutenus par le GGKP et le GEF. Alors aujourd'hui, je pense que tous les participants aujourd'hui sont au courant des critères de toutes ces POP. Hein. Ces POP sont persistants et aussi le niveau concentré de POP augmente tout au long de la chaîne alimentaire. Cela veut dire, cela concerne la bioaccumulation. Cela traduit à des effets néfastes pour les êtres humains s'ils mangent la nourriture qui contient des POP. Les effets sont néfastes et cela est un critère de ces POP. Il y a des effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. En plus, ces POP, pourquoi ces POP sont gérés avec des conventions internationales? Parce qu'ils ont le potentiel de voyager, de transport environnemental à longue distance. Donc, cela a un impact dans le monde entier et c'est la raison pour laquelle il est important de gérer tous ces POP dans le monde. Alors, il faut prendre en compte tous ces critères. Il y a un mécanisme qui existe pour ajouter des nouveaux POP. La convention a commencé avec seulement 12 POP. Alors, maintenant, il y a 30, plus de- vous pouvez voir sur l'écran, il y a plus de 37 POP. Il y a 16 pesticides. Ceux-ci qui sont soulignés étaient les 12 premières et les d'autres ont été ajoutés sous l'article. Et maintenant, il y a 37 POP qui sont listés. La plupart sont des POP industriels, par exemple des DKPDE, des HPB, PCB, PCN, etc. Comme vous pouvez voir sur l'écran. Comme vous êtes au courant, aussi sous la convention, il y a des annexes A pour l'élimination et annexe B et annexe C pour les restrictions intentionnelles. Alors, annexe C parle de POP non intentionnels, par exemple des dioxines et de furans, et d'autres produits chimiques par exemple des HCB, HCBD. Ils sont produits de manière non intentionnelle euh, comme un résultat des processus comme le brûlage à ciel ouvert. Ils sont fabriqués de manière non intentionnelle. Ils sont inclus dans la liste qui sont spécifiés sous l'article 8 et c'est un de défis qui crée des problèmes pour des parties. Mais les parties doivent toujours réviser le plan
national de mise en œuvre, il faut faire la mise à jour. Il faut commencer à surveiller et inclure des nouveaux POP et d'autres produits chimiques qui sont plutôt compliqués dans la couleur rouge. Vous pouvez voir des POP qui sont nouveaux et ces POP sont très compliqués à analyser par rapport à d'autres produits chimiques qui étaient sur les listes originales. Alors, dans quelques pays dans le monde, ils n'ont pas toutes les données pour faire cette comparaison. Alors, donc, vous pouvez bien comprendre la complexité de la Convention de Stockholm en regardant cette diapositive. En bas, vous pouvez voir, il y a un groupe de produits chimiques, ce sont des dioxines bromées et des furans, et aussi des mélanges de dioxines qui sont chlorés et bromés. Alors, ces produits chimiques, encore une fois, sont produits de manière non intentionnelle et ils sont donc annexés dans la convention et la comité de révision, ils sont en train de préparer un document pour présenter à la prochaine réunion en septembre. Et une fois que ces produits chimiques sont listés, euh, comme je viens de dire, la convention a commencé avec 12 produits chimiques, mais avec ce mécanisme, avec le comité de révision, nous avons ajouté beaucoup plus de produits chimiques et toutes les parties doivent réviser les réglementations pour mettre en œuvre des processus pour éliminer ou réduire les rejets intentionnels de ces produits. Un article 3 qui concerne le rejet intentionnel. Et en plus, pour gérer les déchets en lien avec l'article 6, il existe des provisions qui prennent en compte des exemptions. Des parties peuvent continuer à utiliser ces produits chimiques pour des applications spécifiques et demande une période de- pour le supprimer progressivement. Alors, il faut prendre tout cela en compte dans les rapports nationaux et dans les plans nationaux de mise en œuvre pour prendre en compte et accepter et répondre aux obligations de la Convention de Stockholm. Alors, maintenant, je vais parler des rejets des POP non intentionnels spécifiés dans l'article 5 de la Convention et toutes les obligations, les parties doivent développer des plans nationaux de mise en œuvre pour réduire la production de ces POP non intentionnels. Comme j'ai déjà dit, les produits chromés, chlorés, ils sont listés, mais il y a d'autres candidats, par exemple des dioxines bromées et aussi des pop, un mélange de pop chloré. Nous sommes en train de le revoir. Donc, il faut les prendre en compte. Nous avons développé une boîte à outils il y a plusieurs années et cette boîte à outils est disponible sur le site web. Alors, pour pouvoir évaluer ces mesures et les pop, sous la Convention de Stockholm, nous avons une évaluation d'efficacité dans l'article 16. Pour pouvoir évaluer l'efficacité, nous utilisons trois sources d'information. Tout d'abord, l'article 15, les rapports nationaux. Euh, deuxièmement, le plan global de suivi sur l'article 16. Les données sont très importantes. Et troisièmement, troisième source, l'information fournie par la comité de conformité. Comme vous savez bien, nous avons un mécanisme de conformité. La comité est en train de mettre à jour cette information
pour contribuer à l'efficacité de ce processus. En ce qui concerne l'information sur l'article 15 sur les rapports nationaux, la comité aussi prend en compte toutes les informations qui dans l'article 7 sur les plans nationaux de mise en œuvre. Je pense que vous êtes au courant de cette information. En ce qui concerne les rapports et les plans nationaux, il y a des liens très forts. Les parties doivent tout d'abord créer le plan et après la création de la mise en œuvre pour ce plan. Et après cela, il faut créer des rapports. Donc, par exemple, il faut prendre en compte les informations sur les inventaires que vous avez présentés dans les plans. Donc, il faut faire ce suivi dans vos rapports. Ceci est dans vos plans mondiaux de suivi. Alors, pour mettre en œuvre ce plan mondial de suivi, il existe des groupes d'experts par région. Tout d'abord, pour chaque région, euh, il y a 6 experts par groupe et il y a 30 experts en total. Ils travaillent très dur pour pouvoir créer ces rapports mondiaux. Alors, il y a des membres aussi. Alors, après le rapport global est développé, il faut le développer dans un plan global. Après, il faut prendre en compte les plans régionaux et pour alimenter le plan global. Alors, en plus, il y a une comité d'évaluation d'efficacité qui prend en compte tous ces membres. Cela prend en compte les membres de la comité de conformité aussi et tous ces rapports vont jouer un rôle important. En plus, il y a d'autres rapports sur les POP intentionnels et tous ces rapports, nous les prenons en compte dans cette activité. Alors voilà la chronologie. Nous sommes en 2026. Alors, ces groupes sont en train de développer le rapport pour soumettre pour le COP 13 qui aura lieu en 2027. Alors, ces rapports mondiaux vont être créés pour 2028 pour le faire avant le COP en 2029. Alors, le PNU et le projet de GEP soutiennent alors tous ces projets. Il est très important de mentionner que nous soutenons aussi euh, l'enquête sur le lait maternel qui est très important et très important pour informer la création des politiques. Alors, en ce qui concerne le suivi, il y a quatre groupes qui sont organisés. Tout d'abord, la première méthodologie, c'est le suivi de l'air pour capturer l'information et les parties peuvent comparer le statut des contaminants dans l'environnement. Donc, les données, les tendances est très important. Alors, il faut surveiller ces stations de l'air qui sont présentes partout dans le monde. Voilà un exemple des données. Nous avons vu dans le plan mondial de suivi, troisième rapport. Vous pouvez voir des couleurs différentes et nous avons noté une tendance vers le bas et cela est un signe très positif. Et cela montre que la Convention de Stockholm contribue à la réduction de ces POP dans l'environnement. Alors, quand je
déjà dit, l'information sur les parties du corps humain est très important. Alors, le lait, nous prenons en compte le lait maternel, très important, et soutenu par le projet GEF, nous pouvons, nous avons cette information, nous voyons aussi la tendance avec la dioxine au Japon et aussi dans le monde. Alors, en ce qui concerne le furan et les dioxines chlorées, vous pouvez voir la tendance aussi vers le bas. En ce qui concerne le PFAS, PFOA, PFOS et aussi des PFC à longue chaîne, alors ces composants sont solubles. Nous pouvons les dissoudre dans l'eau. Nous ne pouvons pas les capturer dans l'air. Alors, nous faisons euh, le compte dans l'eau. Alors, c'est un peu difficile en ce moment pour présenter les tendances, mais j'espère dans le prochain rapport, nous pouvons vous montrer des tendances et les parties peuvent faire cette considération dans le plan national de la mise en œuvre. Alors, le, le PFAS est trouvé et a un impact dans l'environnement et utilisé dans la mousse anti-incendie et en plus c'est utilisé dans les pesticides contre les fourmis et dans la production de cet ingrédient qui est utilisé dans cet pesticide contre ces fourmis. C'est une application ouverte, donc il y a un impact direct sur l'environnement. Alors, le rapport numéro 3 est disponible, le rapport sur le plan mondial 2023. Et aussi, vous pouvez aussi trouver l'information sur les données qui sont stockées. Vous pouvez aussi trouver ce document sur le tableau de plan mondial de suivi. Vous pouvez avoir accès à toutes ces données grâce au projet GEF. Alors voilà ma dernière diapositive aujourd'hui pour, euh, pour souligner encore une fois que les données, il est important pour établir des prioritaires, très important pour les pays pour comprendre les tendances et l'information soutient les pays et les aider à évaluer les tendances. Alors, merci beaucoup, Kay, pour votre présentation et toute cette information sur le plan mondial de suivi et la présentation de tous les stocks et sur le Stockholm de convention. Merci beaucoup aux intervenants. Alors, est-ce que vous avez des questions? Nous avons une opportunité pour maintenant. Alors, je regarde la boîte de questions. Merci, Victor. Alors, je vais poser une question sur la boîte d'outils. Je pense que Soumine a déjà envoyé le lien vers cette boîte à outils. Il y a une question par Victor, encore une fois, en ce qui concerne les ensembles des données. Alors, est-ce que les intervenants peuvent taper leur réponse? Parce que je pense que les autres intervenants vont nous donner des exemples concrets liés à les expériences dans leur pays. Alors, je vais maintenant introduire notre prochain intervenant du Kenya. J'ai le plaisir de présenter Dr. Vincent Odongo. Il est chimiste et universitaire et académique à l'université de Nairobi. Alors, il a dit que la chimie fait partie de la vie. Et aujourd'hui, il va partager son expérience du Kenya. Donc,
Je vais donner la parole à Dr. Vincent Odongo pour partager l'expérience du Kenya. Merci beaucoup pour cette introduction très sympathique. Bonjour à tout le monde. Je profite de cette plateforme pour partager cette expérience faite au Kenya avec le GMP. Donc, le plan de suivi mondial présente un cadre harmonisé pour la collecte des données. Cela présente des tendances, des niveaux au cours du temps par rapport à l'évaluation du transport environnemental. Cela nous donne des informations sur l'efficacité des mesures mises en place par les pays, par les parties, que ce soit dans le but de la Convention de façon générale ou que ce soit dans d'autres objectifs beaucoup plus précis. Donc, j'aimerais partager, comme je disais, cette expérience du Kenya qui participe à ce plan de suivi global depuis 2008 avec des exemples qui incluent le suivi des POPs dans les médias principaux ainsi que dans donc le suivi des POPs dans l'air, dans le lait et dans l'eau. Nous avons aussi mis en place des activités de suivi, de collecte de données suivant les guides fournis par la Convention de Stockholm. Ici, je vous montre un projet de collecte. C'est important qu'on forme le personnel de notre pays pour participer de façon efficace à la collecte des données et pour déployer les équipements, que ce soit dans l'air, dans l'eau ou dans le lait maternel, de façon à atteindre les normes nationaux. Donc, former nos personnels, et comment organiser, comment intégrer le GMP est important. Ici, je vous montre des exemples de nos euh, stations d'échantillonnage à Mont Kenya, qui est un des sites en Afrique. Et puis, sur la droite, c'est un site dans un espace urbain qui est à quelques kilomètres de la ville de Nairobi. Ici, je vous montre donc des images des données que nous avons pu collecter grâce au GMP. Et vous voyez donc le dioxine et des fluoros qui vient et qui montre que la présence de ces produits chimiques nous montre la preuve qu'il y a des émissions au pays et nous pensons que ces émissions viennent des combustibles non contrôlés, ainsi que les décharges, les combustions qui se trouvent dans les décharges à ciel ouvert. En bas, dans l'image, vous voyez des pesticides, vous voyez les niveaux des pesticides sont beaucoup plus élevés. Mais nous notons aussi que les pesticides ont été brûlés il y a de nombreuses années, mais nous continuons à les détecter dans notre environnement. Donc, nous constatons qu'il peut y avoir des résidus dans le sol, donc des sols contaminés qui existent toujours. Et nous continuons donc à suivre euh, en faisant des tests de sol. Donc, nous organisons des ateliers au niveau national et nous partageons avec le ministère de l'Environnement afin de prendre en compte ces données dans la prise de décision. Nous partageons les données avec les agences, les institutions telles l'autorité nationale de suivi environnemental et d'autres autorités. Et cette information qu'on collecte au niveau national se trouve aussi dans notre rapport annuel, dans nos rapports annuels, notre plan
nationales de mise en œuvre qui sont ensuite présentées au niveau international. Alors, en termes d'activités stratégiques, nous avons pu soutenir le pays en développant un protocole de suivi national pour les POP ainsi que d'autres produits chimiques dans l'air, dans l'eau et dans le sol. Et nous avons aussi euh, engagé des discussions avec l'Autorité nationale de gestion environnementale pour initier le suivi des décharges ainsi que des sites industriels et des sites résidentiels en 2022. Aussi, nous avons aussi mis en place des suivis, un programme de suivi réhabilitation du sol contaminé par les pesticides POP, notamment à Kitengela depuis 2023. Nous avons aussi adopté plusieurs réglementations qui abordent les POPs comme produits chimiques en faisant attention à la qualité de l'air et la réglementation le plastique. Maintenant, je vous montre une application typique où nous utilisons les informations GMP pour travailler avec le gouvernement pour mettre en place la, la réhabilitation. Donc, nous avons euh, identifié ce site, Kitengela, qui a été établi dans les années 1960 comme site temporaire pour les produits chimiques, mais à la limite, il y avait beaucoup de corruption par rapport à ces produits. Donc, le gouvernement à l'époque a pu collecter les barils, les conteneurs pour les détruire, mais cela même si cela a été détruit, le résultat était un sol contaminé. Donc, en déployant les données collectées à Kitengela, comme vous voyez ici sur ce tableau, on voit euh, la concentration des POPs en provenance des pesticides. Et nous avons donc identifié ce site pour intervention, pour réhabilitation. Et donc, en 2023, nous sommes allés vers ce site avec des officiels du gouvernement où on voyait, on sentait les émissions provenant de ce site. Et de cette façon, nous avons pu obtenir l'accord et le soutien du gouvernement pour introduire une variété de plantes euh, et, et mettre en place donc une canopée forestière pour isoler ce site et donc les résidus de ces pesticides restant dans les sols ont pu être absorbés. Donc voilà ma présentation pour vous aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Vincent. C'est très bien illustré. J'aime beaucoup comment tu montres que les communautés et que tout le monde a pu bénéficier du plan national de mise en œuvre, aussi bien que le JMP. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait levé sa main. Souman vient de me dire on peut recevoir vos questions. Si vous souhaitez intervenir à haute voix, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour nous poser votre question. Nous avons 2 minutes avant de passer au prochain intervenant. Donc, en attendant, euh, la prochaine intervenante, Soumen, euh, dites-moi, il y a quelqu'un qui a écrit dans la messagerie, peut-être que les interprètes peuvent aider pour nous dire ce qui est dans le chat. Il y a un message qui est dans
qui est en français. Il se trouve. Soumen, si tu peux. Euh, Vincent, cela me rappelle parce que je fais partie de GGKP et nous traitons donc l'économie circulaire. Donc, nous avons un projet dans les petites îles en voie de développement et l'une des questions euh, concerne les stocks euh, et si cela pénètre le sol, comment nous pouvons procéder. Donc, j'aime beaucoup comment tu as pu illustrer euh, comment vous procédez au stockage au Kenya. Donc, je pense que c'est une bonne façon de... Nous allons introduire maintenant Madame Ivana Martinez d'Uruguay, qui est avec le ministère du Développement durable et qui soutient le design et les politiques et programmes nationaux. Euh, Sylvana représente Uruguay dans divers forums internationaux. Elle travaille avec l'industrie, des partenaires internationaux ainsi que les institutions publiques pour avancer les solutions circulaires. Nous attendons impatiemment la présentation de Sylvana Martinez. À vous, vous avez la parole, Sylvana. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'essaie de mettre en mode présentation. Donc, l'idée, c'est comment pouvons-nous faire en sorte euh, d'appliquer GMP et la politique basée sur les preuves. Et pour vous donner un peu de contexte, euh, excusez-moi, je suis désolée, je dois régler quelque chose. Permettez-moi. Alors, Uruguay est un pays de plus de 3 millions de population avec 176 000 euh, kilomètres carrés. Nous avons l'activité agricole significative et nous participons aux activités agro-industrielles et aussi nous créons beaucoup d'échantillons de lait maternel. Alors, en appliquant une méthodologie générale, nous devons donc voir comment nous élaborons, comment nous créons ces politiques. Désolée, Sylvana, nous ne voyons pas les diapos. Donc, est-ce que... Pardon, excusez-moi. Je vais essayer de mettre en mode présentation. J'essaie de mettre en mode présentation. Merci. Donc, on voit du mouvement. Tiens, désolé. Est-ce que vous souhaitez qu'on passe les diapos? On peut passer les diapos pour vous si ça vous aide. Donc, on peut partager l'écran. Sylvana, on va essayer de partager de notre côté, puis vous pouvez confirmer.
pour que vous puissiez vous focaliser sur ce que vous avez à dire. Avancez, avancez. Donc, Sylvana essaie de commencer de nouveau. Désolée. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit la diapo. Est-ce que vous pouvez essayer de la rendre plus grande? Est-ce que vous voyez la présentation? Donc, quel était le processus? Donc, le processus, donc il y avait les plans nationaux de mise en œuvre, il y avait la phase de recherche d'informations. Nous avions donc cette méthodologie du programme GMP. Nous avons donc les politiques qui traitent des thématiques comme l'économie circulaire. Et donc, c'est une carte avec les outils, les politiques environnementales. Et nous avons donc pu créer cet inventaire. Nous avons pu déterminer où il fallait renforcer nos efforts, nos actions. Puis, voici donc les résultats du GMP, car cela nous a aidés dans nos politiques environnementales, nos politiques nationales environnementales. Et nous avions besoin d'avoir quelque chose qui soit aligné. Et donc, dans ce contexte, nous avons 5 lignes de stratégie, 5 phases stratégiques pour le plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm. Nous avons vu donc la gestion durable des produits chimiques prioritaires, la gestion des produits hautement euh, dangereux, la prévention et minimisation des émissions, ainsi que les transferts pop à l'environnement, puis les microplastiques, nanoplastiques et les substances chimiques euh, de préoccupation. Et donc, avec égard aux résultats des GMP et les inventaires, ainsi que le suivi et le renforcement des capacités, nous pouvons voir que cela avait à voir avec l'évaluation de l'efficacité des actions et des plans. Et cela nous a permis de compiler ces informations et de contribuer au design des informations. Donc, cela nous a permis aussi de renforcer le suivi et l'analyse à l'Uruguay à travers les tests, la formation, l'amélioration de la connaissance. Et bien sûr, cela nous a permis de créer
ce réseau pour l'échange des expériences et la connaissance coordonnée avec les partenaires stratégiques. Donc, ce réseau était essentiel. C'est le transfert des connaissances dans notre pays. Cela nous a permis de renforcer nos capacités analytiques. Et comme je l'ai dit auparavant, cela permet un soutien au plan de développement pour désigner, pour prioriser les différentes lignes stratégiques, autrement dit. Et cela nous a montré où nous devions concentrer nos efforts. Et la création de ces inventaires nous a permis aussi de comprendre la situation nationale par rapport à la région et d'autres pays relatifs à l'environnement. Dans ce travail avec d'autres institutions, comment allons-nous créer ces lignes stratégiques et les prioriser? Ce sont des éléments importants, comme nous avons vu. Donc, nous avons fait l'expérience des lacunes en termes d'échanges avec d'autres pays et donc comprendre la situation nationale était important. Et donc, à travers cela, nous avons pu contribuer à la mise en œuvre du registre des, de l'élimination, le registre pour l'élimination des produits chimiques. Et nous avons pu être beaucoup plus préparés pour faire face au nouveau. Et Uruguay est, fait face aux mêmes défis. Donc, renforcer le cadre réglementaire est très important. Et alors, en ce qui concerne les matrices environnementales qui concernent l'air et aussi l'eau, nous avons harmonisé et utilisé tous ces outils et vers notre direction pour la durabilité. Alors, Yoga travaille dans le domaine de renforcer ses augmentaires il y a plusieurs années et nous avons mis le focus sur le suivi de la qualité de l'air. Et en 2021, nous avons eu un décret qui a fixé la limite maximum en ce qui concerne les émissions de dioxine et furane. Et en plus, nous avons pu inclure la qualité, le suivi de l'eau de sol. En 2025 aussi, nous avons remis à jour le décret qui a régulé la qualité de d'eau et qui a créé des limites permissibles de ces produits chimiques. Voilà la liste des produits chimiques. Et cela reprend en compte l'eau du sol et de surface. Et en 2024, nous avons eu un autre décret qui gère la gestion des déchets électriques et électroniques, qui prend en compte des provisions pour des PCB. L'année dernière, en plus, en 2025, il y a eu un autre décret qui règle la gestion des batteries des véhicules et le stockage d'énergie. Nous avons eu en plus un autre décret qui règle la gestion des déchets du secteur de la construction.
Donc, cela prend en compte tous les règlements pour noter les sources de pollution. Donc, nous avons pu mener des analyses en prenant en compte toutes ces sources de déchets. Nous avons pu générer beaucoup d'informations qui importantes, essentielles pour nous pour pouvoir créer toutes ces politiques. Donc, en ce qui concerne les lignes d'action spécifiques et stratégiques, cela prend en compte la gestion, le contrôle de substances. Cela parle aussi de la systémisation des sources de ces informations pour ces inventaires. Cela aussi renforce le contrôle de l'entrée de ces produits qui sont interdits. Alors, il vous reste 1 minute, s'il vous plaît. Si vous pouvez résumer, merci beaucoup. Oui, 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 c'est ma dernière diapositive. Donc, cela nous permet l'habilité de créer une feuille de route pour le contrôle et du stock et l'élimination de ces produits PFOS et PFOS. Cela aussi nous a permis de prioriser les domaines de travail pour renforcer la capacité de travail pour gérer ces POP. Nous avons aussi créé des plans de design pour la gestion de ces POP. Donc, nous avons cette expérience grâce à ce programme de suivi mondial et cela nous a permis de créer des avenues pour créer la durabilité et pour renforcer le suivi, surtout pour des travailleurs dans les zones sensibles. Nous voulons aussi promouvoir des sources de revenus pour soutenir ces projets. Nous voulons aussi faire du progrès de ces projets pour aller de l'avant. Nous voulons aussi développer un registre sur les POP. Et c'est très important pour nous, primordial euh, pour la sensibilisation du public. C'est très important. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Je m'excuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Martinez, pour partager votre expérience. Vous avez fait une présentation qui était interconnectée. Tout ce que vous êtes en train de faire pour le PFAS et le lien à d'autres types de déchets et tous les véhicules. Alors, je pense que c'était très pertinent. Alors, il nous reste 2 minutes pour des questions. Alors, je suis très contente qu'il y a déjà 7 réponses dans la boîte de questions-réponses. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, je vais demander aux intervenants d'allumer leur caméra. Alors, je vois une main. Merci beaucoup. À la semaine, j'essaie de regarder s'il y a d'autres questions. Alors, allez-y, vous avez la parole, Madame Dana. Soumine. Alors, Madame Dana, vous pouvez allumer votre micro et vous avez la parole. Soumine, est-ce que vous pouvez l'aider? Ah, d'accord, vous avez fait une erreur. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a une question. Alors,
Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre les POP qui sont utilisés dans les fours de ciment, qui sont utilisés dans des usines d'incinération? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les émissions de pop non intentionnelles et le brûlage des pop dans les fours de ciment et la présence dans les usines d'incinération dans la région? Alors, Vincent ou Savannah, est-ce que vous pouvez répondre si cela existe dans vos pays? Alors, nous ne faisons pas ce suivi, donc nous ne pouvons pas répondre à cette question directement, mais l'incinération des déchets, alors si la température n'est pas assez élevée, donc les POP non intentionnels sont émis. Alors, ce que nous avons vu dans la région d'Afrique, nous avons trouvé que les sites dans la région où il y a les zones de recyclage des déchets électroniques et électriques, nous avons noté des niveaux élevés de ces composants. Voilà les preuves que nous avons, mais nous n'avons pas cette expérience des fours de ciment. Alors, merci Vincent. Alors, Sylvana, est-ce que vous voulez répondre à cette question? En ce qui concerne ces inventaires pour ces POP non intentionnels, oui, nous pouvons les évaluer et faire une évaluation euh, pour prendre en compte la sévérité de ces émissions. En ce qui concerne le brûlage pas contrôlé, non contrôlé, avec ces usines d'incinération, le problème, oui, c'est la température. Donc, en ce qui concerne la pollution de l'air, nous le prenons en compte, le dioxyde et le furore, nous prenons en compte cette information dans notre inventaire. Donc, nous avons cette information. En ce qui concerne la gestion de ces déchets, oui, les POP non intentionnels, nous comprenons que nous avons besoin plus d'informations, plus de données pour pouvoir répondre à cette question. Euh, Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour leur temps. Merci beaucoup à nos participations. Il y a eu 99 participants au début et il vous reste plus de 60 personnes. Merci beaucoup pour votre engagement. Cet vendredi après-midi, la discussion va continuer en ligne. Soumine va mettre le lien dans le chat. Vous allons aussi recevoir des informations par courriel, l'enregistrement et toutes les présentations. Merci encore pour votre présentation. Bon week-end et on vous souhaite beaucoup de réussite avec vos plans. Alors, merci beaucoup. Au revoir à tous.